Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons certains lieux alors que d'autres nous attirent ? Pourquoi certains se sentent chez eux nulle part alors qu'il est impossible pour d'autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre ? Les lieux peuvent nous faire signe, nous habiter de multiples façons. Mais que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Gaëlle Dumora, entrepreneur et créatrice de Maison Conquête. Maison Conquête, c'est un podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous parlent de lieux de vie, de travail, mais pas que. Nous parlerons de psychologie, d'entrepreneuriat, d'énergie et d'histoire de vie. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de 2022, j'ai le plaisir de recevoir Maude Renard, avec qui nous allons parler de son parcours, qui l'a menée à la gynécologie émotionnelle, d'utérus, d'architecture et de son livre fraîchement sorti. Une conversation intime. Bonne écoute! Bah, je te fais confiance. C'est parti. Okay. Let's go. Let's go. Bonjour Maude. Bonjour Gaëlle. Donc, je suis avec Maude Renard dans cette tiny house en pleine campagne avec peut-être le bruit des canards qui va et des poules et tout ça autour. Mais c'est pas grave, ça amènera un peu de charme et de... Voilà, de spontanéité. C'est ça. Je pense qu'il va y en avoir dans cet épisode. Ouais, je pense. Un pan... une oie, voilà, quelques invités surprises. Alors Maude, on te connaît sur Instagram avec ton pseudo, je risque d'accrocher parce qu'une fois sur deux je l'accroche, c'est La Oniora. C'est ça, wow. La Oniora. C'est bon, tu l'as. Je l'ai. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Qui est Maude Renard ? Quel est ton parcours ? Et que fais-tu aujourd'hui ? Oui. Alors, mon parcours, pour moi, il commence à l'âge de 5 ans. D'accord. Il commence tôt. Effectivement. Le jour où j'ai vu ma sœur prendre un cours de danse classique et j'ai fait moi je veux faire ça. D'accord. Du coup ma mère fait ok, je t'emmène à la danse classique. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté de danser. Et je pense que c'est déjà pour moi le début en fait de quelque chose, d'avoir compris que la danse allait me faire beaucoup de bien et allait être importante en tout cas pour mon parcours. Mm-hmm. Et ensuite, parce que voilà, il y a eu un choix, une volonté en tout cas à un moment donné de devenir danseuse professionnelle, donc le conservatoire de Bordeaux, à l'âge de 11 ans, et puis voilà, d'avoir un niveau en tout cas de performance et de qualité, déjà de corps en fait, déjà assez jeune. À l'adolescence, quand tu vas être danseuse classique, corps. Ah oui, d'accord. Donc l'exigence que demande. Exigence, d'accord. Qui était déjà, qui je trouve est arrivée hyper jeune par rapport à certaines personnes qui. Enfin, bref, voilà. C'était une destinée quelque part. Oui, clairement. Je pense que de toute manière, il y avait un besoin de mon corps de bouger et du coup, il y avait un besoin d'aller expérimenter ça. Et donc, et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai pas été danseuse classique du tout et je me suis dirigée vers, après le bac, vers une école d'architecture et donc du coup, je suis devenue architecte. Donc architecte DEHMONP, comme on le dirait maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Parce qu'on connaît les classiques des PLG. Des PLG, ouais, voilà. En fait, ça n'existe plus, ça. Ah, c'est pas la page. C'est du coup... l'année où je suis passée, en fait, l'année où j'ai commencé, c'était la réforme LMD. Et donc, du coup, je suis devenue diplômée d'État habilitée à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que j'ai le droit de signer mes plans. D'accord, ok. Ouais. Et donc, j'ai fait 8 ans d'architecture. Ok. En France, parce que je sais qu'après en Belgique. Je suis partie directement en Belgique, à Bruxelles. Mm-hmm. Et là-bas, en parallèle, en fait, Bruxelles, c'est une super ville pour le corps. Mm-hmm. Donc, beaucoup de cours de danse, beaucoup de cours de clown, de mime. Moi, j'ai beaucoup profité de cette ville pour aller danser, bouger, expérimenter tout un tas de choses, en parallèle de ma vie d'architecte. Et donc, voilà. Tu avais une vie de jour, une vie de nuit. Et exactement. J'avais une vie à mi-temps. J'étais à mi-temps architecte et à mi-temps artiste de rue.
D'accord. Ça, je crois pas que je l'ai dit, je l'ai beaucoup dit ça, mais j'ai eu 2 ans où j'étais dans une petite compagnie de théâtre de rue et on faisait la rue en plein centre-ville de Bruxelles, on faisait le chapeau. On faisait du chapeau. Ouais. Et du coup, c'était quoi là, tu dansais ou Et là, je dansais, j'étais sur pointe, j'avais un accordéon et je dansais sur les trottoirs, sur les pavés bruxellois. Je me suis pas mal pété le dos, je pense, avec ça. J'imagine, ouais. Mais parce que le pavé avec les pointes. Ouais. Pas terrible. C'est ça. Et puis après, on avait des contrats, etc. On est parti, je dis on parce que c'était avec mon ex-compagnon qui était jongleur. Et donc, du coup, on est parti ensuite en Inde. On a fait des spectacles de rue pour enfants en Inde. Super. On a été invités dans des écoles. Enfin, voilà, on a fait tout un tas de choses assez drôles. Et puis, je suis redevenue un peu architecte. Je suis redevenue un peu plus sérieuse parce que j'avais besoin d'argent aussi. Puis, je me suis séparée. Donc, j'ai été chef de projet en archi. Dans un super bureau d'architecture qui s'appelle le bureau Anne-Catherine Lallemand. Tant qu'à faire, autant faire de la pub pour des gens chouettes. Ouais, carrément. Et donc là, t'as quitté l'Inde, donc. Ouais, j'ai quitté l'Inde, je suis revenue. En France ou à Bruxelles? À Bruxelles, ouais. D'accord. Toujours à Bruxelles. Voilà. Et là, ma vie, il y a un moment où c'est ok, qu'est-ce qui résonne pour toi? Moi, je bossais beaucoup dans du luxe, on va dire. D'accord. C'était des maisons à des millions, plutôt des millions d'euros. Et ça résonnait plus pour moi. D'accord. De me dire que je travaillais pour des gens qui habitaient dans 300 mètres carrés alors qu'ils étaient 2, qu'ils étaient en plein centre-ville de Bruxelles et que je passais tous les jours devant des personnes sans domicile fixe. Voilà, ça commençait à être délicat pour moi. Une petite crise de sens. Voilà, exactement. Une crise de sens. Ouais. Et puis une crise écologique aussi, de me dire, mais Bien en sûr. fait, d'essayer d'un peu promouvoir des matériaux écologiques, etc. Puis en fait, non. Mais bon, on reste quand même à des millions d'euros, mais bon, on va pas non plus essayer de tenter de mettre du matériau. On va pas sauver la planète en plus. Voilà, quoi. on va pas non plus faire ça. Donc voilà, donc là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un moment où on va arrêter. Et à cette époque-là, avec mon compagnon actuel, on a décidé de partir vivre en Colombie. D'accord. Voilà. Et le hasard a fait qu'en fait, il y avait un PVT, donc un visa vacances-travail. Donc ça se goupillait hyper bien. Notre départ, c'est très très bien goupillé. Et on est parti comme ça avec un visa de 1 an. Et on a voyagé quelques mois et puis on s'est installé en Colombie. D'accord. 2 ans. Ouais. Et donc là-bas, tu faisais quoi? Et là-bas, là pareil, je sens bien, il y avait un travail de jour, un travail de nuit, ou un travail de l'ombre et un travail... Non, là-bas, en fait, j'ai... Et en fait, je crois que depuis le début, je le savais parce que même quand j'étais à Bruxelles, je disais, qui sait, peut-être que je deviendrai prof de danse là-bas, peut-être que... Je crois que c'était une envie que j'avais depuis longtemps, en fait, d'enseigner la danse. Et encore une fois, il faut beaucoup... En France, il faut des diplômes, il faut un diplôme d'État, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément très accessible, alors que moi, j'adore la danse et je trouvais ça hyper chouette d'enseigner. Et en fait, j'y suis allée au Bagou. Je suis allée dans la seule école de danse classique de la ville où j'étais, parce que en fait, la danse classique en Amérique du Sud, en Colombie, c'est quelque chose qui est très peu connu. En fait, c'est un peu l'inverse. C'est un peu la salsa ici, quoi. C'est pas le truc auquel on a le réflexe d'aller. Alors que nous, on va à la danse classique quand on est petite parce que c'est le truc un peu de base. Bien sûr, eux, c'est plutôt la salsa, quoi. C'est pas on est une fille, on veut faire de la danse. Voilà, on est un garçon, on va faire du foot. Voilà. On est bien dans le cliché. Et on est bien dans le cliché. Ah, moi, je suis dans un bon cliché, en tout cas, au début de ma vie, je suis dans un bon cliché de danseuse classique, tutu. Oui, mais quelque part, tu as écouté ce qui est à l'intérieur de toi, la vibration qui est à l'intérieur de toi, en tous les cas. Et donc, du coup, j'y suis allée au Bagou, je suis allée le voir, et je leur ai dit, voilà, je suis prof de danse, si vous voulez, je cherche du boulot. Et ils m'ont dit, oui, on cherche une prof de danse pour janvier. Super. Et du coup, j'ai fait, ok, vendu. Et vraiment, je suis rentrée de là parce que mon copain, il me disait, parce que j'avais mis du rouge à lèvres, je me souviens. Il m'avait dit, quoi, tu vas à un entretien d'embauche ou quoi? J'étais là, ouais, j'y vais. Et en fait, j'ai vraiment passé un entretien d'embauche au Bagou, vraiment, en mode, ok, on y va. Et en fait, voilà, un mois après, j'avais du boulot. La spontanéité, on y revient. Ouais. Et la confiance en la vie. Je crois que là, clairement...
Et donc, du coup, je suis devenue prof de rendu. danse. Prof de danse classique. Et en parallèle de ça, moi, j'ai toujours fait des petits... Je faisais des dessins techniques pour un ingénieur en France. D'accord. Et j'avais aussi un architecte qui était spécialisé en bambou qui, de temps en temps, me demandait de faire des plans en Colombie, là, pour le coup, un Colombien. Et donc, moi, j'adorais... La Colombie m'intéressait aussi parce que, justement, il y avait de l'architecture en bambou. Mm-hmm. Donc, j'ai un peu découvert aussi ce milieu-là. On a fait des chantiers aussi de maisons en bambou, des choses comme ça. Donc, je faisais ça aussi un peu en parallèle. Et puis, je me suis formée à la gynécologie naturelle et émotionnelle. Ouais. D'accord, ça m'a c'est là-bas. Ouais, là-bas. Okay. J'avais ce temps-la parce qu'en fait, j'étais à mi-temps. Je travaillais le samedi toute la journée, mais au final, après, et alors, je travaillais en soirée. pourquoi la gynécologie émotionnelle est arrivée à toi, en fait? Qu'est-ce qui a créé le lien, en fait, la rencontre? Alors, je pense que déjà, quand j'ai quitté Bruxelles, il y a vraiment eu un gros clac qui s'est créé. Parce que, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la crise de sens... Non, tout à l'heure, d'accord. La crise de sens de mon métier, il y avait aussi une crise de sens de... je prends la pilule, là, je crois que c'est pas très bon pour la planète, je crois que ça me fait pas trop du bien. Voilà, et j'ai commencé un peu à réfléchir à mon corps et à qu'est-ce que je lui mettais dedans et pourquoi je faisais ça, etc. À ce moment-là, donc, je m'étais formée à la symptothermie juste avant de partir en Colombie. Et j'ai quand même eu un petit doute. Peut-être, en 2 mots, explique. La symptothermie, c'est ce qu'on appelle une contraception naturelle, c'est-à-dire observer en fait son cycle pour connaître son ovulation et donc connaître ses périodes de fertilité et utiliser cette période-là soit en contraceptif, soit justement en projet bébé. Mais en tout cas, voilà, avoir cette conscience de connaître son corps, observer son corps. Son cycle, voilà. Donc on rentre là-dedans, en fait, je crois que c'est ma première rentrée un peu dans la gynéco, c'était ça. D'accord. C'était de me dire, comment... ça venait à la base un peu de l'écologie, quoi. Comment j'arrête d'éviter de mettre de l'oestrogène dans les rivières. Et de l'écologie, puis l'écologie personnelle aussi, quoi. Et du coup, c'était hyper inconscient à l'époque, mais effectivement, c'était de l'écologie personnelle, c'était de l'écologie du corps. Enfin, voilà, c'est clairement... Un retour au corps. Ouais, enfin, un retour au corps. Bien que tu le sois connecté en faisant de la danse, mais quelque part, c'était une deuxième phase de reconnexion au corps. Ouais, parce qu'il y a eu tous ces réflexes de me dire, du coup, je vais peut-être aller voir une naturopathe pour un peu réguler le cycle hormonal. Enfin, voilà, tout ce truc-là, je l'ai eu juste avant de partir en Colombie. Et en fait, j'ai quand même eu un doute sur... Je me suis pas fait confiance. Et je me suis fait poser un stérilet. Et c'est là que les douleurs ont commencé. Et c'est là que j'ai cherché des solutions. Mais j'étais déjà en Colombie quand j'ai cherché des solutions. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais alors attends, avant j'avais pas mal, maintenant j'ai mal, pourquoi j'ai mal, qu'est-ce qui se passe ? Et il y avait certains endroits où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... Enfin, quand je dis certains endroits, la Colombie n'est pas quand même arriérée, hein, mais c'est juste qu'il y a des... On peut être éloigné. Voilà, j'ai vraiment vécu à des endroits très éloignés du monde, on va dire ça comme ça, où il faut prendre le bateau pour atteindre la première ville et des choses comme ça. Et là, je me dis, voilà, t'es toute seule, tu fais comment, quoi ? Comment tu gères tes douleurs ? Comment tu gères ton cycle, comment tu observes ça, comment tu comprends ça, et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut juste que je me renseigne et que je vois un petit peu. Et là, j'ai été voir, en fait, les herboristes. C'est la première chose, en fait, là-bas, c'est le réflexe que la majorité des gens ont, c'est d'aller voir sur les marchés aux plantes. D'accord. Et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et me dire, tiens, on prend de la sauge. Donc, du coup, j'ai pris de la sauge, j'avais plus mal. J'étais là, attends, mais juste avec une petite feuille de sauge, je réussis à pas avoir de douleur. T'as pas besoin de space-fond, quoi. C'est quoi le truc ? Ouais, c'est ça, j'ai plus besoin de space-fond. Et donc, et en fait, ça m'a fait rentrer dans un truc, quoi. Vraiment, j'ai eu la sensation de me dire, en fait, faut que je connaisse, quoi. Faut que je comprenne. Je sais pas comment ça s'appelle, cette espèce de zone où t'as cette... Quand t'es dedans, t'as cette capacité à apprendre très facilement. Oui, bien sûr. Ça s'appelle un peu la passion, je pense. Ouais. La passion, il y a une certaine forme de passion et
Et là aussi, une quête de sens, en fait. Essayer de comprendre. Elle a envie de comprendre, l'élan de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, et est-ce qu'il y a d'autres solutions. Ouais, c'était ça. C'était vraiment ça. Et en fait, je m'apercevais que je retenais très bien les choses, que ça m'intéressait, que une fluidité. Et du coup, après, flow. Le flow, voilà, c'est ça. Et puis, c'est vraiment plein de synchronicité et de choses, quoi. C'est que je suis allée faire des cercles de femmes, j'ai écouté d'autres femmes, j'ai découvert en fait que ça pouvait être lié à la lune, les cycles menstruels, il y a tout un tas de choses qui se sont passées, puis j'ai rencontré Sergiva Hurtado qui est doctoresse en médecine traditionnelle chinoise et qui est colombienne et qui a créé la méthode respiration ovarienne. D'accord. Et donc elle a le savoir le savoir de la médecine traditionnelle chinoise, avec ce ressenti très personnel qu'elle a d'être très à l'aise dans son corps, le travail de la respiration, il y avait tout un tas de choses. Et donc dans la médecine naturelle, on va dire, la gynécologie naturelle, il y avait vraiment ce pan un peu des émotions, de toucher à tout ça, et j'étais là, mais c'est quoi ce truc en fait? Et donc j'ai creusé pour finir par en faire mon métier, la gynécologie émotionnelle. Carrément. Tu as inventé, c'est un métier qui n'existe pas. C'est un métier en France, en tous les cas. Ça existe au Brésil. Je l'ai pas vu forcément en Colombie, en tout cas pas nommé en fait. Mais c'était comme un acquis, quoi. Oui, si t'es en colère, c'est normal que des fois t'aies des syndromes prémenstruels, parce que s'il y a beaucoup de colère en toi. Mais c'était quelque chose qui était beaucoup plus dans l'acquis, quoi. Pas forcément en faire une pratique particulière, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que ton métier t'est arrivé petit à petit, sur la pointe des pieds. Ouais, exactement. Alors moi d'ailleurs, c'est quand t'es revenue en France que je t'ai connue et j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Alors, je vais parler de quelque chose que tu ne fais plus aujourd'hui, mais qui était top. Et donc, parce que pour faire le lien avec mon sujet à moi, qui est le lieu, qui est tout ça. Parce que les gens vont se dire, mais pourquoi elle nous parle de tout cela? Et le rapport on arrive. Mais tout un rapport avec tout, on arrive. Et donc, je t'ai rencontré quand tu es revenue en France, rencontré à distance par les réseaux, etc., pas physiquement. Donc, tu faisais des temples à soi. Ouais. Donc, le temple, je vais te donner mon expérience, l'expérience que j'ai vécue, en fait. Donc, on t'envoyait notre nom, tous nos noms de naissance, notre heure de naissance, la ville de naissance. On faisait un petit texte pour expliquer c'était quoi notre vie, notre œuvre, nos problématiques, nos blocages, etc. Ouais. Et quelques semaines après, on recevait par la poste un petit plan, un plan archi, vraiment, un plan de maison physique, de notre carte, notre plan à nous, au final. Alors avec des mots comme l'abondance, le lunaire, le solaire, la créativité, et j'imagine plein d'autres mots, la justice, la justesse, et les émotions, de l'eau. C'est un plan qu'on recevait, accompagné d'un enregistrement que tu faisais par ta voix, de ce plan, où tu nous baladais quelque part, nous promenais, tu nous faisais la visite de ce plan. Ouais. En nous expliquant des choses sur nous qui étaient, et qui le sont toujours d'ailleurs, très vraies. Donc j'ai envie de te dire que c'était une lecture de soi différenciée, qui était, je parle pas assez toujours, malheureusement c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que ça peut apporter matière à des personnes, ça, c'est certain. Donc c'est là où moi j'ai connecté avec toi à ce moment-là, sur ce temple à soi, que j'ai toujours dans mon bureau. Et d'ailleurs, en venant ici, j'ai eu le temps de réécouter l'enregistrement que tu avais fait. Et c'est vrai que c'était hyper puissant. Voilà. Donc j'imagine que les accompagnements que tu fais aujourd'hui sont de cet acabit-là, même s'ils prennent une autre forme. Voilà, donc voilà pourquoi le lieu, parce que à un moment donné, moi ce que j'ai perçu en toi, c'est cette sensibilité d'architecte, et d'imaginer le corps
quelque part, comme un plan d'architecte, comme une maison. Ouais. Et d'ailleurs, roulement de tambour, tu viens de sortir un livre qui est sorti la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Oui. C'est la semaine dernière. Jeudi 23. Très précisément. Ouais. Qui s'appelle Habiter son utérus, au cœur de la gynécologie émotionnelle. C'est ça. Voilà. Donc, tu nous parles de ce livre. Comment il est, pourquoi tu as voulu arriver à ce projet-là, d'une part, et après, c'est quoi le contenu? Alors, on fait pas de teasing, hein, mais l'idée c'est de donner envie un peu. De donner envie de le parcourir parce qu'il est très riche, très très riche d'enseignements sur notre appareil génital en fait, féminin. Ouais. Je crois que c'est vrai que j'oublie un peu de reconnecter les deux, mais en fait j'ai eu besoin, comment dire, quand je suis attendez, je réfléchis, mais en gros, pour devenir accompagnante, en fait, moi du coup aujourd'hui j'accompagne en gynécologie émotionnelle, mais j'arrivais de rien. J'avais des connaissances. Tu n'étais pas légitime. J'étais pas du tout légitime. J'étais une imposteur dans la matrice. Et le syndrome de beaucoup de femmes. Ouais. Mm. Et du coup, je me suis dit, moi, en fait, ma méthode à moi, c'est l'archi, en fait. C'est comment et comment on fait pour créer une maison pour des gens. On leur demande. Qu'est-ce qu'ils veulent vivre dans leur maison, quelles sont leurs habitudes, et je me suis beaucoup en fait ma méthode en fait maintenant que j'ai vraiment bien du coup depuis en fait ça fait quand même quelques années quoi du coup mais que je teste encore toujours au quotidien et qui évolue tout le temps en fait, mais c'est vraiment d'aller construire comment tu peux te sentir dans ton corps comme tu peux te sentir dans ta maison. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que les temples que j'avais créés, bon alors j'ai une petite quand même parenthèse j'ai une certaine connexion on va dire aux fréquences qui fait que je peux aller me connecter aux gens. On peut dire ça comme ça. Et que je peux aller me connecter aux fréquences des gens en tout cas pour pouvoir dessiner des plans ou recevoir des gens et recevoir en tout cas aller m'aligner à leurs fréquences. Et donc la méthode est venue sur ok en fait comment tu vas habiter ton corps en fait et comment là toi tu ressens comment tu habites en ce moment ton corps et comment tu as envie de l'habiter dans le meilleur des mondes quoi. Si c'était génial d'habiter dans ton corps, ça serait comment en fait? D'accord. Alors moi j'ai une question qui me vient. C'est pourquoi plus habiter son utérus que son cœur, ses oreilles ou ses yeux ou son cerveau? Oui, alors même si le cerveau, je pense qu'on a une bribe de réponse. Mais... Ouais, habiter son cerveau, on l'habite beaucoup. D'ailleurs, si de temps en temps on pouvait fermer la porte et aller redescendre un peu plus bas ou aller dans le jardin, ça serait cool. Ça serait bien. Ouais. Alors pour moi, le corps est déjà une maison à part entière. Hein. Clairement, on en parle d'ailleurs avec Patricia Olive qui fait beaucoup de la thérapie à travers la danse et le mouvement, qui est une amie à moi, et c'est vraiment cette notion de en fait la peau c'est ta façade, tes os c'est ta structure, les flux c'est tout ce qu'on appelle en archi technique spéciale, donc l'électricité, l'eau, les évacuations quand même, faut pas les oublier aussi, donc il y a tout ce truc là en fait de la bouche. Voilà, la porte, pardon, voilà, les yeux, les fenêtres, etc. Ouais, tout ça, c'est... Après, il y a peut-être d'autres fenêtres, des choses, d'autres manières d'ouvrir, de recevoir la lumière, des bien choses sûr. Comme ça. Mais c'est vrai qu'en psychologie et en psychiatrie, on fait un vrai parallèle entre... le corps et la représentation du corps que l'on a, et notamment dans les rêves. Rêver d'une maison, c'est rêver de son corps, quelque part. Voilà. Donc, c'est cette transition qui est... et ce parallélisme, et puis même on emploie énormément de vocabulaire du bâtiment, on va dire, en lien avec le corps. Donc, c'est vrai que c'est très, très similaire, quelque part. Ça fait effet miroir complètement. entre... notre maison
véridique et le corps. Ouais. Et en fait, quand on arrive à l'utérus, par rapport à ce corps, ça peut souvent être... en tout cas, les personnes que j'accompagne là, c'est des personnes pour qui l'utérus, ça serait la cave, quoi, ou le grenier, l'espace où on n'a pas du tout envie d'aller, l'espace qui fait peur, l'espace qui est sombre, l'espace qui est douloureux. Et c'est là qu'en fait, du coup, faut se recréer un espace là, à l'intérieur, et donc, du coup, se recréer une maison. C'est pour ça que moi j'ai zoomé vraiment parce que c'est ma spécialité, mais c'est vrai que du coup si le corps était une maison et que l'utérus est une grotte, ou la grotte au fond du jardin, quoi, alors recréons une maison à partir de cet espace là, quoi, D'accord. Donc en fait dans ton livre notamment il y a tout un chapitre où tu décrit en fait toutes les parties des organes génitaux, voilà, qui vont être représentés par la maison. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment dans la vraie symbolique. On va loin dans la symbolique. Voilà. Ouais, clairement. En fait, après, pour moi, la symbolique, elle est... De toute manière, les gens, je m'inclus dedans, les êtres humains, ils ont besoin de symbolique. Pour comprendre les choses, on a besoin de passer par la métaphore. C'est pas pour rien que les contes existent, que les grands écrits, la Bible, les machins, tout ça, c'est des choses qu'on nous raconte pour avoir des symboliques, pour comprendre en fait ce qui se passe au fond de nous, quoi. Ouais. Et donc, la symbolique de la maison, pour moi, elle me paraît tellement logique. En tout cas, c'est la mienne qui me correspond. Et peut-être que d'autres, ça serait, je sais pas, l'arbre ou oui. J'en sais rien, il y a certaines personnes pour qui il y a d'autres symboliques, mais pour moi je trouve que cette symbolique de la maison elle est très très représentative, et il y a un réel parallèle qui peut se faire entre ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ta sphère gynéco, et comment tu vis dans ta maison, comment tu te sens en fait dans ta maison. Oui, clairement. Ouais. Moi je dis souvent en fait que habiter c'est s'abriter sans le R, quoi. D'accord. Donc sans la résistance, sans la résignation, quand on s'abrite, c'est pas la même chose. Enfin voilà, je sais pas. Sentir c'est la nécessité d'une protection. Voilà, c'est de la survie. Habiter, c'est d'être en sécurité, quoi. Oui, c'est vivre. Une osmose, une osmose entre soi et son environnement, quel qu'il soit. Ouais. Donc comment on passe de s'abriter dans son utérus à habiter son utérus, parce que il y a beaucoup c'est cette notion de subir aussi, cette notion de je subis mes douleurs, je subis mes syndromes prémenstruels, je subis l'endométriose ou tout un tas d'autres problématiques gynécologiques, quoi. Et ok, comment en fait on arrête de subir pour s'installer en fait dans sa sphère gynéco sans passer par je survis, quoi. Est-ce que tu as déjà constaté dans la concrétude des choses, n'est-ce pas? Ouais. Comme une projection entre ce que la personne vit au niveau gynéco et son lieu de vie. Alors, je vais pas jusque-là, bien que souvent j'en parle. En fait, souvent, je vois à quel point, parce que du coup, je vais spoiler l'accompagnement, mais en gros, moi, dans l'accompagnement que je fais individuel, je vais demander à chaque séance d'aller créer sa façade, puis sa pièce vagin, puis sa pièce utérus, puis sa pièce ovaire. D'accord. Et voir à quel point, je vois par contre à quel point ça ne corrèle pas du tout avec comment elles habitent dans leur maison à elles. D'accord. Je vais donner un exemple. J'ai une personne qui, donc la pièce vagin est une pièce qui est une pièce d'accueil, mais aussi une pièce de dépôt, où on va déposer des choses. Donc c'est vraiment la porte d'entrée, enfin le sas d'entrée, et en même temps le sas où il y a des invités, etc. Et cette personne-là me disait, moi j'adore accueillir, j'adore avoir des invités chez moi, j'adore... Donc la pièce de vie est très grande, il y a une grande tablée, etc. Et je vois bien que dans ma pièce vagin à moi, je n'arrive pas à accueillir. Je le sens bien. Pourquoi il y a une dissonance entre ce que je vis moi dans ma maison, ma vraie maison, et en fait ce que je fais dans la symbolique, ce que je ressens en fait.
Et donc on est allé prendre soin de tout ça, en fait, de se dire mais en fait qu'est-ce qui te plaît en fait dans la notion d'accueillir à cet endroit-là, et qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette notion d'accueillir au niveau du vagin en fait. D'accord. Et donc après je vais pas prendre soin de l'habitat en général avec elle. Oui. Mais tu fais un vrai parallèle. On fait un vrai parallèle. Et du coup ça amène en fait à se poser des questions sur ok en fait pourquoi t'as envie d'avoir vraiment beaucoup de gens chez toi. Est-ce que c'est vraiment aligné à ça, ou est-ce que il y a d'autres besoins derrière, quoi. J'ai une autre question qui me vient, parce que moi j'ai donc la particularité dans ces podcasts de ne pas te préparer de questions avant. Je bosse sur mon invité, mais je ne prépare pas de questions véritablement, donc c'est la conversation qui nous guide. Si on est dans une maison, l'utérus, tu le positionnes à la cave. Ah non. Pardon. Ou pas. Non, c'est symboliquement pour les... Mais c'est dans le sens inverse que tu le symbolises. Ouais, pas du tout. C'était dans la symbolique du corps. Si la maison est un corps, et que je demande à certaines personnes qui ont des problématiques gynécologiques où se situe leur utérus, ces personnes-là vont me dire je le mets dans un coin, j'ouvre pas la porte, c'est pas le truc que j'ai envie de visiter, quoi. Alors moi, donc si on part de mon métier à moi, où est-ce que tu mettrais l'utérus, dans quelle pièce physique de la maison ou de l'appartement, enfin du lieu où on vit, tu le positionnerais? Ah oui, ça c'est une excellente question par contre. Alors moi je laisserais la liberté aux gens de choisir une pièce. Mais alors, c'est pas une pièce de fer. F-A-I-R-E. L'utérus, c'est les ovaires, en fait, qui sont des pièces de fer. Donc, tout ce qui est de la transformation, donc cuisine, bureau, salle de bain, studio de danse. Moi, dans mes ovaires, j'ai un studio de danse. Bricolage, atelier, bricolage, tous ces trucs-là, c'est les ovaires. Donc, la pièce de l'utérus, ça va être une pièce d'être. C'est là où on est, en fait. E-S-T, mais voilà, on est aussi à partir d'un utérus. Donc. Et donc, c'est les pièces où tu te sens bien, tu es là, tu es présent, tu es juste présente. Et c'est à l'endroit où tu te sens en sécurité. Donc après, ce qu'on y fait, il y a peut-être des gens qui sont bien à table, par exemple, et qui adorent manger, et qui sont bien à cet endroit-là. Il y a des gens qui sont bien sur leur canapé en train faire moumoute avec une tisane et un bouquin. Et il y a des gens qui, chez eux, n'ont pas d'espace, ou qui peut être aussi petit possible, ça peut être une assise ou quoi que ce soit, ou n'ont pas cette intimité-là pour se connecter à eux. D'où cette problématique... je pense existentielle là aussi, on en revient toujours, on le symbolise par la chambre à soi, on ne dit pas d'avoir un château et d'avoir chacun sa pièce, encore une fois, mais c'est vrai que très souvent la place de ressourcement elle est souvent réduite à peau de chagrin. Est-ce qu'on pourrait faire une corrélation entre ces personnes qui n'ont pas cet espace physique dans leur maison? Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes personnes qui rencontrent des maladies, des problématiques liées à leur sphère gynécologique? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà constaté? Alors, faudrait faire des statistiques. Oui, bon alors on va pas les faire aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une piste de réflexion à avoir ou pas? Clairement, il y a quand même quelque chose à avoir. Alors déjà, moi, ce que je dis avec la maison utérus, et donc c'est une pièce d'être, mais c'est une pièce d'être où il n'y a que toi qui as la clé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est à partir du moment où on passe le col de l'utérus, et c'est dans le corps, c'est physique en fait. Le vagin fait encore partie de l'extérieur, même si il est pas. On a la sensation que c'est à l'intérieur de nous. En fait, l'orifice n'est pas fermé, donc ça fait encore partie de l'extérieur. Et moi, je dis toujours, quand on dessine cette pièce vagin, il faut que cette porte au fond, elle soit fermée à clé. Il n'y a que vous qui avez la clé. Et pour te donner un exemple, par exemple, j'ai une personne qui me disait du coup, moi, voilà, c'est un grand voile entre la pièce vagin et la pièce utérus. Je lui dis, comment ça, c'est un grand voile? Donc ça veut dire que tous les invités, là, s'ils ont envie, ils passent la porte et ils rentrent comme ça, quoi. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte et s'est dit, ah oui, ok, en fait, là, je suis pas du tout là-dedans. Enfin, c'est pas... En fait, c'est de l'intrusion. Et donc, non, en fait, il faut que je mette une façade, une barrière, une limite. Je dis pas...
un château fort, hein, mais non, une bombe à l'entrée, un truc qui ouais, non, explose. on n'est pas obligé de mettre des barbelés, etc. Même s'il y a peut-être parfois des passages. Il y a des gens qui me disent, moi, c'est une porte blindée parce que j'ai besoin de ça. Là, actuellement, j'ai besoin de mettre une porte blindée pour être sûre qu'il y a vraiment personne qui rentre, quoi. Mais en fait, de réussir à poser ses limites, quoi. Ouais. Et moi, je le perçois quand même dans ce besoin souvent de déménager. Il y a quand même un besoin de... je suis pas très bien chez moi, j'ai quand même un besoin d'aller, de bouger, voilà. D'essayer de voir ailleurs si c'est mieux, quelque part. Ouais. Il y a quand même ça m'arrive souvent d'avoir des personnes... Ce qui n'est pas la solution. Parce que la solution, c'est quand même de régler son problème avant pour éviter de l'amener dans les bagages après. Parce qu'on l'amène dans les cartons. Ouais, bien sûr. Ouais. On va... Alors, c'est très drôle parce que... bon, j'ai parlé de ma vie, mon œuvre un peu, mais... oui, vas-y. Ce qui est marrant, parce que ton histoire de voile, en fait, moi, quand j'ai voulu monter ce projet... qui est Maison Coquette, qui était le podcast, etc. J'ai mis beaucoup de temps à passer à l'action, en fait. J'avais vraiment cette problématique-là parce que je sentais que j'avais besoin d'un espace pour pouvoir créer, pour pouvoir me poser, pour pouvoir... Voilà. Et donc, ce que tu viens de dire par rapport au voile résonne très fort parce que dans la maison précédente que j'ai habitée, donc où ce projet est né, quelque part, mon bureau était dans l'entrée. Et j'avais mis un rideau pour signifier « Attention, c'est mon bureau, ne rentre pas ». Mais sauf que c'était dans l'entrée. Ah oui, donc tu vois en fait... Bon, voilà. Mais j'avais comme signifié que les choses... Ça n'a jamais avancé dans cette maison. Dans la maison que j'habite à l'heure actuelle, que j'ai achetée avec mon amoureux, mon bureau, je l'ai voulu, alors qui est dans le garage, mais tout a été refait, etc. Et ce garage ne communique pas avec la maison principale. Ok. Et je suis la seule à avoir la clé. Ah voilà. Bon, tu as un magnifique exemple de cette sensation. En fait. Voilà. Et comme je te disais aussi, la sensation de l'appartement utérus qui existe véritablement, moi je l'ai vécu quand je me suis séparée. Je me suis allée dans un appartement que je visualisais... que je connaissais très bien la résidence sans y avoir jamais vécu, mais c'est quelque chose qui était ancré dans mon corps depuis des années, je pense. Donc, à chaque fois que je passais devant cette résidence, je tournais la tête, hop, systématiquement, c'était instinctif. Et dans cet appartement, avant même de le visiter, je savais que c'était là et j'ai eu toujours la sensation, j'y suis restée 1 an, cette sensation de vivre dans un liquide amniotique. C'était un moment où je me suis vraiment reconnectée à moi, cette espèce de renaissance, de créativité aussi, voilà, j'ai 2 garçons pour autant qui vivaient dans cet appartement et quand j'ai mis un pied dans cet appartement, j'ai dit, je ne ferai rentrer aucun homme, sauf... Alors, le truc vraiment bateau, qui veut rien dire, mais sauf le bon. Ouais. Mais en l'occurrence, le bon a été mon amoureux avec qui je suis depuis 3 ans, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que cette sensation que tu décris dans le livre, etc., sur habiter son utérus, ça existe dans la vraie vie aussi. Alors, je n'ai pas les clés pour dire voilà comment s'y connecter, etc. Donc ça, c'est tout ton travail, j'imagine, d'accompagnement pour accompagner les personnes à se reconnecter à toute sa sphère génitale, etc. Parce qu'il y a l'utérus, mais il y a tout le reste. Mais dans la vraie vie, c'est un guide et ça a un côté très, je pense, là aussi, peut-être maternant. Je ne sais pas si c'est très juste, mais... c'est un vrai guide pour une prise de décision, notamment choisir un lieu et y vivre ce qu'on a envie d'y vivre en fait, tout simplement. Ouais. Bah, de toute façon, l'espace qu'on a autour de nous, là je reviens sur les fréquences et les vibrations, il faut que ça vibre de la même fréquence que nous, quoi, parce que sinon ça bug, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour donner un exemple très très basique, si ta maison vibre à chaque fois qu'il y a un train ou un tram qui passe, ça va pas le faire. Pas ta vibration, a priori. C'est pas la vibration. Là, c'est vraiment c'est du très basique comme exemple, mais je pense que ça peut parler à tout le monde de dire ah bah oui non en fait j'ai ce souvenir dans Mary Poppins
où une fois par jour, il y en a un qui envoie un coup de canon et tout le monde doit tenir en fait les meubles pour pas que ça, parce que tout vibre. Et c'est vraiment cette sensation en fait que des fois, si dans certaines maisons, dans certains lieux ou à l'intérieur de toi, en fait, il y a une vibration qui se crée et de temps en temps, s'il faut que tu ailles récupérer ou rescotcher les murs pour que ça tienne, en fait, ça te prend beaucoup d'énergie. C'est ça. Faut arrêter. Ou bien il faut trouver la stabilité ou l'ancrage dans sa propre maison, quoi. Et tout se passe par le corps, en fait. Je sais que tu fais un gros travail sur le corps en général. L'autre jour, tu as partagé une petite danse, comme tu les aimes bien, pour ressentir une émotion, quelle qu'elle soit, positive, négative, une émotion, et la faire bouger dans ton corps, ou déterminer, de voir où elle est positionnée exactement dans ton corps. Est-ce que c'est dans ton cœur, bref, et d'essayer de baigner dans cette émotion pour comprendre cette émotion aussi, parce que quand elle se représente, j'imagine que on l'a identifiée, on sait ce que c'est, et peut-être qu'on gagne en sagesse et en point d'énergie à ne pas se laisser déborder par cette émotion-là, quoi. Ouais, l'émotion, de toute manière, elle est corporelle. Et ça, c'est très compliqué à entendre pour les gens, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Maintenant, j'ai grand espoir que les générations qui arrivent, des enfants et les futurs enfants qui vont arriver, vont être un peu plus sensibilisés à ça. Une émotion, ça passe déjà par le corps, en fait. Ça n'a pas de nom avant. D'abord, ça arrive dans le corps, il y a un truc qui se passe, il y a des frissons, une transpiration, une respiration qui est plus saccadée, un blocage, ou un truc beaucoup plus agréable, des petits papillons dans le ventre, des jambes légères, des frissons sur les avant-bras, un sourire, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les émotions, quoi. Et après, il y a notre mental qui va aller l'analyser, qui va dire, tiens, ça c'est de la colère, tiens, ça c'est de la peur, ou j'ai cette réaction-là, mais j'en ai aucune idée pourquoi je l'ai, et du coup ça me fait bizarre, et du coup je vais essayer de l'enfouir et de la mettre dans un coin, et c'est là que les dégâts commencent. Mais effectivement, à la base, c'est corporel. D'ailleurs, dans ton bouquin, on retrouve le tableau des émotions. Oui. Tu as listé la quasi-totalité, la majorité, on va dire. Une petite liste. Après, franchement, le français a un vocabulaire au niveau des émotions. On a un luxe incroyable là-dessus. Ouais. La liste de toutes les émotions. Pour essayer de les reconnaître, c'est ça. Fonction de la joie, la motivation, la colère, l'amour, etc. Ouais. Pour essayer de reconnaître dans son corps qu'est-ce qui se joue à l'instant où cette émotion nous submerge parfois, ou arrive en tous les cas. Ouais. Ouais, je donne souvent cet exemple, mais moi je fais souvent en fait la liste avec les personnes que j'accompagne quand elles savent pas exactement. Ok, j'ai peur. Ok, mais c'est quoi cette peur? C'est plutôt de l'inquiétude, de l'anxiété. Et je fais un peu une liste comme ça. Et puis il y a un moment, ça parle en fait. Il y a un moment où dans la liste elles disent ah ouais, ça ouais. Et en fait la peur elle se transforme à oui, je suis désemparée. C'est pas de la peur, c'est en fait je sais juste pas quoi faire, et donc on va aller gratter un petit peu, et après ce qui est trop bien de faire, bon pas en freestyle, mais c'est d'aller se créer sa bibliothèque émotionnelle, quoi. Donc d'aller créer en fait physiquement, de se dire ah ok, en fait quand j'ai un haut le cœur comme ça, que j'ai ma respiration qui est saccadée, ça veut dire que je suis désemparée. C'est à cet endroit-là que ça vient chez moi régulièrement, et quand en fait je sens ça en moi, je peux dire que je suis désemparée, quoi. Et tiens, ça me vient là aussi, un coup de cœur. Tu le mets à quel niveau, toi? Au niveau émotionnel, pour moi, il n'y a pas de... ça dépend quelle est la définition du coup de cœur, mais pour moi il y a de la joie, en fait, il y a de l'éclat, il y a un oui, en fait. Je dirais que c'est... Attends, je réfléchis. Pour moi c'est de l'ouverture, se sentir ouverte. D'accord. Ouais. D'un seul coup, c'est un coup de cœur, j'ouvre mon cœur, c'est un peu comme si j'ouvrais la porte, quoi, et de bam, ok, waouh, ok, là c'est... D'un seul coup, Et si on fait le lien avec le lieu, le coup de cœur, l'utérus, tout ça, là, est-ce qu'on ne tiendrait pas la ligne la ligne directrice
Enfin, moi c'est vrai que j'ai du mal notamment par rapport à un lieu, j'ai du mal avec cette notion de coup de cœur. Pour moi, c'est plus une question d'une part de rencontre. À un instant T, tu rencontres un lieu. Et pour ça, il faut avoir posé une intention. Qu'est-ce que je veux vivre dans ce lieu ? C'est quoi mon... Tu vois ? Donc, ça ne... y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise. Une rencontre avec un lieu, moi, ne me prend jamais par surprise. Ah oui, tu veux dire que le coup de cœur, d'un seul coup, il arrive pas de nulle part. Ouais, ok. Mais alors après, si je le relie à ce que je dis par rapport à l'ouverture, c'est juste d'un seul coup qu'on s'ouvre à ce ok, oui, c'est là, et c'est oui, quoi. Alors après, qu'est-ce qui vient avant et pour quelle raison ce coup de cœur arrive ou cette ouverture ou quoi, là... Oui, bon, alors là, oui, clairement, on est sur on pose une intention. Bah, je vais te raconter ma vie, du coup. Ma vie, mon œuvre. Mais du coup, quand on est parti en Colombie, quand on a décidé d'habiter à Popayan, ça s'appelait, c'est une ville colombienne, on a décidé d'y vivre. On cherchait un lieu et c'est un peu plus compliqué. Forcément, on voulait une maison dans la campagne, une maison en bambou, tant qu'à faire, un truc un peu sympa. Ouais. Et on savait pas trop où chercher, on connaissait personne, il n'y avait pas trop de bouche à oreille. Ça marche quand tu connais du monde. Oui. Quand tu connais personne, c'est compliqué. On en était à se réduire à faire des petites affichettes, cherche casa, finca, nel campo, et voilà, dans la campagne. Et du coup, on est passé par plein de choses. Et moi, je suis partie en stage en formation pour devenir facilitatrice de cercle de femmes et thérapeute circulaire. D'accord. Une formation qui m'a chamboulée et qui, je pense, c'est avec cette formation-là que j'ai un peu aligné mes fréquences aux fréquences des gens. Et parce que ce n'était pas que juste faciliter un cercle de femmes, mais c'était bien, bien plus profond et c'est en lien vraiment avec la connexion à l'énergie, quoi. Et du coup, j'explique ça à ma maestria et je lui dis, voilà, on est en train de chercher là, à s'installer et tout. Puis elle me dit, mais t'as demandé à la terre colombienne de t'accueillir ? Est-ce que tu l'as demandé si tu pouvais venir, si tu pouvais habiter sur son territoire parce que c'est pas rien, quoi, d'habiter sur un nouveau territoire. J'étais là, non, j'ai pas fait ça, non, en effet, j'ai pas demandé ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit une lettre à la mère colombienne en lui disant, voilà, ok, je suis française, mais j'ai envie de venir vivre sur ton territoire, j'ai envie de me nourrir de tes fruits, j'ai envie de gagner de l'argent sur ton territoire aussi, est-ce que tu m'y autorises ? J'ai envie que tu deviennes ma mère adoptive, j'ai vraiment expliqué tout ça. C'est beau. Ouais, du coup, une adoption de quelques années, mais enfin voilà, j'avais besoin d'expliquer ça, quoi. Et puis j'ai fait mon offrande et j'ai fait ma cérémonie, j'ai enterré ça dans la terre. Donc j'étais à 800 km de Popayan, j'étais à Bogota, donc j'étais à 14 heures de bus exactement. Et je fais cette cérémonie-là. Et le lendemain, j'ai mon copain qui m'appelle et qui me dit j'ai trouvé la maison de mes rêves, quoi. J'étais ah bon. Je viens de visiter un truc de ouf et c'est la maison dans laquelle on a habité pendant les 2 ans. C'est beau. Ouais. Et c'est là que j'ai compris, moi, que je vais faire ok, en fait, il faut que je pose une intention, quoi. Et c'est à partir de et c'est là que j'ai ensuite trouvé un boulot, en une semaine, on avait un boulot, une maison, ça fluidifie tout, en fait. Ouais. Je pense que la base, c'est poser l'intention. C'est pourquoi on fait telle ou telle chose, en fait. Et effectivement, ça a été un coup de cœur, cette maison, clairement. Oui, c'était magnifique. Mais en fait, c'est tout le travail en amont qui s'est passé qui fait que le coup de cœur... il est arrivé. Il est arrivé, quoi. Ouais. Mais voilà, après, ça a été difficile à expliquer à mon copain. Non, mais c'est parce que j'ai demandé à la terre que... c'est pas grave. Ça restera entre nous. Voilà, ça restera entre nous. Et les personnes qui vont écouter le podcast. Voilà, éventuellement. Mais maintenant, voilà, j'assume beaucoup plus. Autant, il y a quelques années, je n'osais pas trop, genre, mais comment tu fais ? Je demande à la terre, tout ça. Non, maintenant, ça y est, j'assume complètement de demander à la terre.
Encore ce fameux syndrome de l'imposteur ou de quelque part. Ouais, et puis en plus, voilà, moi je suis clairement, je suis européenne, française, très terre à terre. On fait pas une. Archi, il y a une certaine rigueur. Ouais. Faut quand même être un petit sérieux en chantier. Voilà, tu vas pas poser ton intention. Par contre, j'ai posé beaucoup d'intentions. J'ai construit la Tiny House. Ouais. Et j'ai mis plein de petits mots parce que du coup, on a fait la structure. Donc, du coup, j'ai écrit plein de mots. Voilà, merci pour ce bois. Merci maison de se construire. Il y a plein d'intentions posées partout au-dessus de notre lit. Il y a plein de choses qui sont écrites sur les ossatures, sur le bois qui disparaît. Mais si on démonte la maison, il y a plein de mots d'amour partout. Mais du coup, il n'y a pas le projet de démonter cette maison ? Non, absolument pas. Bon. C'est comment la maison, la vie en tiny alors ? Alors moi, j'ai aucun regret. Ouais. Franchement, en plus, je n'avais jamais visité le tiny avant. J'en ai jamais visité d'ailleurs. D'accord. Alors du coup, comment c'est arrivé ce projet-là ? Eh bien, en Colombie, en fait, vu que j'avais un peu de temps, je m'étais dit, tiens, je vais faire un MOOC. Je sais pas si tu vois les MOOC, les formations sur Internet. Et puis, il y avait un MOOC sur les décorations d'intérieur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Parce que moi, en archi, on me demande souvent d'aller plus loin, des couleurs, les tissus. Et j'avoue que moi, je suis là, je sais pas, comme vous aimez. Enfin, j'avais vraiment du mal, en tout cas à l'époque. C'est très, très, très personnel, en fait, je trouve. Ah ben bien sûr. Mais c'est souvent des personnes qui, là encore une fois, ont du mal à se connecter à leurs émotions. C'est ça, ouais. Puisque la couleur, c'est une vibration et on en revient toujours à l'émotion, en fait. Exactement. Oui, et puis moi, j'avais vraiment du mal à leur répondre parce que je disais, mais en fait, c'est vous. Enfin, c'est vous, très intime. Ouais. Alors, autant les espaces, les volumes, je peux vous dire ce dont vous avez besoin, mais les couleurs, enfin ouais, c'était vraiment, c'est comme si on me demandait qu'est-ce que tu préfères, est-ce que je prends quelle petite culotte je prends, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est de l'ordre de l'intime. C'est de l'ordre de l'intime, ouais. Ça fait vraiment dans le vêtement de ok, qu'est-ce qui te va bien, ça et ça. Qu'est-ce que tu choisis comme petite culotte ? Je te laisse choisir, quoi. Voilà. Et où est-ce que je voulais en venir ? Et du coup, j'ai fait ce MOOC sur de décoration intérieure. Et le MOOC était complètement naze, je le conseille absolument pas. Mais par contre, en fait, il y avait un atelier, il y avait une fille qui disait moi, je voudrais apprendre à décorer une tiny house. Et je connaissais pas du tout. Je me suis dit, oui, si tu veux, moi, je veux bien être dans ton groupe. Et j'ai découvert à ce moment-là. Ce monde-là. Et comme j'étais archi, je lui ai dit, moi, si tu veux, je fais les plans, je te les envoie en PDF. Puis après, voilà. Enfin, c'était vraiment très, très succinct, en fait, comme truc. C'est pas aller plus loin que ça. J'ai jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Sauf qu'en fait, j'en ai discuté avec mon compagnon. Et je lui Elle a planté la graine, quand même. Ouais, complètement. Je dis, tiens, c'est marrant. Du coup, je vais faire ça. Je vais dessiner des plans de tiny. Puis on a commencé à regarder tous les deux. Puis on a regardé les budgets. On s'est dit, mais en fait, c'est possible. Et puis, en fait, on avait besoin d'un projet pour rentrer en France. Clairement. D'accord. On avait envie, on sentait bien que... Il nous manquait quelque chose en Colombie, on avait envie de rentrer. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on rentre en France et on construit ça, quoi. Et voilà, ça fait partie d'un projet de vie. Le bébé est né comme ça. Complètement. Et heureusement, en fait, parce que rentrer de voyage, rentrer de 2 ans, enfin, rentrer presque de 10 ans, en fait, parce que j'ai vécu 8 ans à Bruxelles. Donc, et tout ça, et rentrer de toutes ces années en France, sans ce projet-là, j'aurais été beaucoup plus... flottante en tout cas. Ouais. Ça m'a complètement ancrée en fait. Et pourquoi ici ? Pourquoi le coin de la Loire, etc. Angers, enfin on a eu... Oui, il y a quoi ? D'Angers, on est à 30 minutes, à 35 minutes, 35 minutes, et parce que mon compagnon est du coin. D'accord. Et que du coup, en fait, on a trouvé un lieu, un hangar pour construire la tiny à cet endroit-là. Et c'est vrai que, après, le coin est très, très beau. La Loire est magnifique. Là, après, moi, j'habite dans une forêt où il y a des menhirs partout. Enfin, il y a une très, très belle on sent la puissance du lieu. Ouais. Et de la Loire pas loin. Parce que tu me disais, on est à 1 kilomètre à vol d'oiseau de la Loire. Oui, on y va régulièrement. À pied, on prend... Ou à vélo. La Loire, elle est juste là. Il y a toute une vie de Loire, c'est beau. Il y a l'été, on va
on fait du canoë, il y a des bateaux, enfin il y a toute une vie autour de l'eau qui est hyper intéressante. L'eau qui est là, c'est quoi l'eau? De quoi? C'est quoi l'eau? Les émotions. Ah oui, bah oui. J'étais paniquée, j'étais là, mince, qu'est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce que je veux dire? Ah bah oui, l'eau qui est les émotions, effectivement, qui est sur tous les états émotionnels, de tous les états d'eau, les états émotionnels. La boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée, ouais. Super. Mais c'est vrai que du coup, la tiny, après, il y a ce truc de, si un jour, je sais pas, on doit partir à Marseille, on prend notre maison, on part vivre à Marseille. Bon, Marseille, peut-être pas, un petit peu en dehors, parce que garer la tiny, ça va être un peu compliqué. Peut-être mais pas dans le parc de la ville. Non. Mais, non. Et puis, voilà, en fait. Et puis, changer d'environnement comme ça, quand tu connais ton environnement dans lequel tu vis aujourd'hui. Ouais. Bon, oui. Voilà, ça serait compliqué, mais je comprends l'idée. L'idée, c'est de pouvoir être mobile et nomade, en fait, quelque part. C'est ça, mais nomade chez nous. Oui. Parce que j'ai été beaucoup nomade avec un sac à dos sur le dos, et ça peut être... Et c'est hyper énergivore. Et là, de se dire qu'en fait, si on veut, on peut aller partout, mais qu'on garde notre chez nous, waouh, quelle puissance. Ouais. Quelle puissance. Oui, c'est sûr, carrément. Ça, c'est très chouette. Super. Est-ce que tu vois On a parlé de beaucoup de choses, en fait. Oui. Est-ce que tu vois des choses à rajouter qui te tiennent à cœur? Moi, par rapport à donc, le lien maison et utérus, je vais revenir là-dessus, mais je crois que faut surtout se faire conscience. C'est quelque chose qui revient beaucoup en accompagnement, c'est mais pour toi, là, toi, qu'est-ce qui vibre pour toi? Et fais-toi confiance. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent qui me disent alors on m'a dit ça, j'ai lu que ça, il paraît qu'il y a ça, et il faut pas que je sois comme ça, et qui sont dans des croyances en fait qu'on leur donne de l'extérieur. Et moi je reviens à mais toi en fait, qu'est-ce qui te... Les gens perdent de repères en fait, quelque part. Ouais. Mais parce que c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est en train on a la chance, je pense, de vivre une époque où tout est à construire ou à déconstruire, ça dépend dans quel sens on se situe, mais je pense que on a notre place à prendre dans nos maisons, en briques, en ce qu'on veut, et notre place en lien avec notre utérus, et c'est comprendre et se connecter à cette sphère, j'allais en dire organe, mais ça va bien au-delà de ça. Oui, bien sûr. Cette sphère, cet environnement qu'au final, on ne connaît pas ou peu. Parce que effectivement, on prend la pilule, et on se coupe de toutes les sensations et tout lien avec lui, en fait. Ouais, complètement. Et donc, je pense que c'est très... ces deux parties-là, que ça soit aussi bien dans le foyer que ça soit dans notre propre corps, je pense que ces deux choses, ces deux mouvements doivent être pris en parallèle parce que je pense que c'est très lié, en fait. Ouais. Très, très lié. Et je pense que dans l'espace de la maison, dans l'habitat, il y a aussi il y a plein de références, en fait. On a plein d'images, de maisons, de trucs très luxueux ou de trucs très grands, très brillants, très je ne sais trop quoi, qui parfois en fait influencent sur nous, enfin sur ce qu'on a envie, quoi. Et on se retrouve parfois avec des maisons très grandes ou des trucs pas très pratiques. Je pense à des cuisines qui sont immenses et en fait il faut marcher à l'autre bout de la cuisine pour ouvrir son frigo pour ensuite les mettre dans sa poêle à l'autre bout de la cuisine. Est-ce que vraiment est-ce nécessaire, mais surtout est-ce que toi comment tu te sens là-dedans, en fait, comment tu te sens là-dedans? Oui, ça répond à des codes de la société aujourd'hui, de réussite, etc. Et ça vient appeler d'autres choses derrière. Et moi je dis souvent tu es ton meilleur médecin, et je pourrais dire tu es ton meilleur architecte, clairement tu es ton meilleur il n'y a que toi en fait qui peut savoir pour toi. Alors après en tant qu'architecte j'apporte plein de trucs techniques, plein d'informations, etc. Mais et plein d'aides, de petits tips, des choses, des détails qui pourraient être améliorés, mais en fait le fond c'est la personne, quoi. C'est la personne qui va y habiter. Oui, clairement. Non, mais c'est sûr. Donc, et c'est la même chose pour l'utérus. Ouais. Ton meilleur mais médecin. tu es le guide. Ouais. Pour te reconnecter à tout ça, en fait. Ouais. On est notre meilleur guide.
Où est-ce qu'on peut te retrouver à part dans toutes les librairies ou si tu n'y es pas? Je pense qu'il faut faire du forcing auprès des libraires pour que tu sois présente. Vous pouvez commander à votre libraire préféré. Pas sur Amazon, hein. Non, on évite pas. On n'aime pas Amazon, donc librairies. On oublie Amazon, mais les Maintenant, autres. il y a des super commandes de livres où c'est ton libraire qui commande et qui te l'envoie et qui peut permettre de court-circuiter Amazon. Ouais. Et où est-ce qu'on me voit? Sur Instagram, du coup, La Ognora. Ouais. Tiré du bas, là, tiré du bas. Ouais, là, tiré du bas, Ognora. O-N-I-O-R-A. Je n'ai aucun doute que tu vas mettre tout ça sur dans l'univers d'Instagram. Mais... Et mon site internet, www.laognora.com. Et la Ognora, pour la question qui arrive, mais qu'est-ce que veut dire la Ognora? Eh bien, c'est un frangnol, donc c'est entre le français et l'espagnol. D'accord. Qui signifierait, moi, c'est quelque chose que j'ai reçu, enfin voilà, c'est un mot qui est arrivé à moi sans vraiment de signification, mais pour moi, j'entends derrière celle qui honore, quoi. Voilà. D'accord. La notion d'honorer, donc celle qui honore les utérus, mais aussi pour chaque personne qui honore. Tu as un petit côté doula. Mais des fois je dis en fait je suis doula menstruelle en fait. Donc je m'occupe absolument pas des grossesses et des postpartum, ne m'appelez pas pour ça, c'est pas du tout ma spécialité. Mais je fais tout le reste de la sphère gynéco. Ouais. Non, c'est beau. Merci beaucoup Maud. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Conquête. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. J'ai adoré l'histoire de la rencontre de Maud avec sa maison en Colombie. Ah, l'intention, c'est pour moi une des clés à avoir bien en tête dans tous les domaines de vos vies. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts ou Spotify. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. À très bientôt.